sur le thème « La 4e internationale face à la militarisation », un vendredi marxiste qui a été organisé notamment à partir de la sortie d'une brochure sur la question. Et je laisse la parole à Daniel pour introduire. Camarades, je voudrais essayer de répondre à une question que vous vous posez peut-être, ou pas. Pourquoi avons-nous sorti cette brochure rapidement, puisque cette brochure reproduit le rapport qui a été présenté au 59e congrès de la section française de la 4e internationale. Donc on s'est donné les moyens de le retranscrire, de le corriger, de le composer, de le faire imprimer. Pourquoi cette précipitation? Et pourquoi aussi ce titre, la militarisation généralisée, un nouveau cran franchi dans la crise du capitalisme? Les camarades peuvent s'interroger parce que des crans dans la crise du capitalisme, il y en a déjà eu beaucoup de franchis, et ils peuvent s'interroger quel est ce nouveau cran franchi par rapport à tous ceux qu'on a déjà rencontrés. Ce sont des questions légitimes, je vais essayer d'y répondre, et de répondre aussi à la question quelle signification est-ce que ce cran franchi dans la crise du capitalisme revêt, et quelles en sont les conséquences pour les militants révolutionnaires que nous sommes. D'abord, la notion même de militarisation, je crois, peut difficilement être discutée ou remise en cause. Je crois que malheureusement, il n'y a pas de jour qui passe sans que nous soyons abreuvés d'informations qui montrent que la société, au plan international comme au plan national, est en proie à une espèce de fièvre de militarisation généralisée. Il y a la guerre en tant que telle, qui se poursuit, Russie, Ukraine, des annonces, ça souffle le chaud, le froid, on va bientôt vers une trêve ou pas, vers une paix, et finalement la guerre continue avec tout son lot d'atrocités. La barbarie qui se poursuit à Gaza, et chaque fois où on croit avoir atteint le degré le plus terrible de barbarie, de nouvelles informations nous montrent à quel point, je dirais cyniquement, l'establishment sioniste, l'armée d'Israël, l'impérialisme américain inventent les moyens les plus cyniques et les plus sordides pour assassiner toute une population. Il y a maintenant le fait que cette extermination du peuple palestinien s'étend à la Cisjordanie très clairement. Et puis maintenant l'Iran, les bombardements de la nuit dernière, avec, on sent bien derrière ça, une volonté de la part de Netanyahou, mais aussi de Trump, de franchir un cran dans l'escalade vers une guerre dont on a du mal à mesurer où elle pourrait s'arrêter. On a le sentiment d'assister à une escalade sans fin, avec une dimension qu'on ne peut pas ignorer, qui est la dimension de l'arme nucléaire, entre les mains d'Israël, on le sait, probablement entre les mains de l'Iran et de toute une série de gens. Et à un moment donné, tout ceci peut échapper. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Je crois que le mot militarisation, s'il y a des camarades ici qui le contestent, il ne faut pas hésiter à le dire, la discussion est libre. Mais je crois qu'il est difficile de le remettre en cause. Toutes les informations qu'il y a tous les jours. L'annonce, par exemple, que Renault, maintenant, va fabriquer des drones pour alimenter l'armée ukrainienne dans la guerre. Les annonces répétées sur les crédits pour l'armée, non seulement en France, mais à l'échelle internationale. L'Allemagne est particulièrement en pointe avec des annonces sur un budget de guerre, je crois, de 1000 milliards d'euros dans les prochaines années et de la mobilisation de moyens considérables. Je crois avoir entendu le chef d'état-major de l'armée allemande dire « Nous devons être prêts pour une confrontation militaire totale dans les 3 ans qui viennent ». Donc ça implique évidemment une militarisation grandissante de la société. En France même, d'ailleurs, en demandant à un camarade de faire un peu des recherches pour moi, je me suis rendu compte que le ministère des Armées publie des notes régulières intitulées, par exemple celle-ci, 2 ans d'économie de guerre en chiffres. Ou cette autre, plus récente, économie de guerre année 2, quel bilan? Et par exemple, dans économie de guerre année 2, quel bilan, je lis, ça va bien au-delà de la guerre.
visibilité pour les industriels, simplification des normes, sécurisation des chaînes d'approvisionnement, recrutement, financement. Le passage à l'économie de guerre est un chantier titanesque. Si vous avez bien entendu ce que j'ai cité de ça, visibilité pour les industriels, ça veut dire que les industriels de l'armement sont garantis du fait des commandes de l'État, ce qui ne serait pas nécessairement s'ils dépendaient de commandes du privé. Simplification des normes, alors ça c'est extrêmement important, c'est la remise en cause de toute une série de normes, soit de production, soit de normes sociales, rendues possibles par l'urgence de l'économie de guerre. Hein. Ça fait partie des cas de figure où on peut remettre en cause les normes du Code du travail, mais aussi les normes de sécurité dans la production. Sécurisation des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire que l'État intervient pour garantir que rien ne manquera en composants pour ces fabrications. Recrutement, financement, donc les normes de recrutement, du financement, tout ça. Le passage à l'économie de guerre est un chantier titanesque, un chantier piloté par la Direction générale de l'armement, ça c'est pas surprenant, ses multiples entités et les 4000 entreprises de la base industrielle et technologique de défense, PITD. C'est-à-dire que vous apprenez qu'il existe une classification, je ne sais pas comment on peut dire, qui s'appelle la base industrielle et technologique de défense, qui intègre 4000 entreprises, ce qui est quand même gigantesque, et qui donc bénéficie de ce traitement particulier de l'économie de guerre. Et la note poursuit, depuis 2 ans, c'est dit 2 ans, hein, ces différents acteurs se coordonnent et s'adaptent pour permettre à la France de soutenir un effort de guerre dans la durée, en cas de nécessité pour ses forces armées ou au profit d'un partenaire tel que l'Ukraine. Bon, vous comprenez que la phrase qui retient particulièrement mon attention, c'est en cas de nécessité pour ses forces armées, c'est-à-dire que ce n'est pas un scénario abstrait. On mobilise l'économie, la production industrielle, des moyens exceptionnels. Et d'une certaine manière, c'est ce que dit cette note, l'argument de l'économie de guerre sert à réorganiser l'essentiel du tissu industriel et de la production industrielle dans un pays comme la France. Donc ce n'est pas simplement une militarisation des esprits ou des moyens pour l'armée. C'est d'une certaine manière une militarisation de l'économie, une militarisation de l'économie de guerre et de la production industrielle extrêmement avancée. Et ce qui est vrai pour la France est vrai à des degrés divers pour tous les grands pays capitalistes en Europe et ailleurs. Nous sommes donc en économie de guerre. C'est le thème de ces notes, c'est répété. Et je crois qu'il faut bien prendre la mesure de ce que ça veut dire. Je dis qu'il faut en prendre la mesure parce que nous-mêmes, nous utilisons ce terme, et à juste titre, c'est l'expression officielle du gouvernement. Mais la particularité, c'est que nous sommes en économie de guerre, et pourtant, à ce stade, la France n'est pas en guerre. Et j'attire votre attention sur cette particularité. Je vous donne tout de suite une indication pour que ça nous aide à réfléchir. Vous savez que la cible qui est proposée d'un point de vue des dépenses militaires, c'est que les dépenses militaires, j'y reviendrai, atteignent un niveau qui correspond à 5% du produit intérieur brut. Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Mais un camarade m'a envoyé une statistique que je ne connaissais pas, qui est l'évolution du rapport entre le budget de la défense et le produit intérieur brut dans un pays comme la France dans les 75 dernières années. Il n'y a eu qu'une seule fois, enfin 2 années de suite, où les dépenses de défense pour la France ont atteint et même dépassé les 5% du PIB. Ce sont des années très particulières, c'est 1954 et 1955. Ce niveau s'expliquait par le fait que la France était en guerre. Elle était même totalement, engluée dans le bourbier de la guerre d'Indochine et s'y engouffrait des sommes considérables, qui d'ailleurs ont été un facteur de la crise politique et de la crise de la 4e République, parce que toutes les richesses étaient pompées dans cette guerre qui, par ailleurs, a été perdue par la France. Et quand ensuite a commencé la guerre d'Algérie, que de nouveau les dépenses d'armement se sont mises à remonter, ça a été un facteur, là aussi, de crise majeure, qu'on est passé de la 4e à la 5e. Donc,
les précédents de budget d'hier de 5% ou plus correspondent à des périodes où la France était pleinement et totalement en guerre. Là, nous sommes en économie de guerre. On nous propose, et plus qu'on nous propose, on nous intime l'ordre d'aller vers 5% du PIB, alors qu'officiellement, et pratiquement d'ailleurs, la France, en ce moment, n'est pas en guerre. Donc ça doit nous amener à réfléchir sur le caractère particulier de cette situation. Quel est le rapport? Le fait même que nous soyons officiellement en économie de guerre, sans être en guerre, il y a là quelque chose de nouveau qui exprime d'une certaine façon la crise du capitalisme et le stade qu'elle a atteint. On sait que le capitalisme connaît des phénomènes de crise quasiment dès l'origine. Et on sait que la racine de cette crise, on l'a expliqué à de nombreuses reprises, on l'a expliqué dans différents livres, dans des documents, dans différents papiers, et on y revient dans cette brochure. La racine de cette crise, elle est assez facile à comprendre, même si on n'a pas lu tout Marx et le Capital, etc. C'est qu'on comprend bien qu'une classe qui produit les richesses et qui est en même temps celle qui est censée les consommer, mais qui se voit voler une partie des richesses qu'elle produit, la plus-value qui est volée par les capitalistes, ne peut pas en même temps consommer l'ensemble des richesses produites. Il y a donc en permanence une contradiction. Il y a plus de richesses produites que la masse des consommateurs ne peuvent les consommer. Et cette contradiction existe depuis que le capitalisme existe. Mais on sait aussi, et cette formule de Marx que je cite souvent parce que je trouve qu'elle est très parlante, quand Marx dit le capital c'est de l'argent toujours bourgeonnant, ce n'est pas une formule poétique, c'est que le capital ne peut exister qu'à condition de grossir en permanence, c'est-à-dire de se réinvestir dans l'économie, dégager de nouveaux profits, augmenter ce qu'on appelle l'accumulation du capital, le réinvestir à nouveau. Un capital qui est statique, hein, un capitaliste assis sur son tas d'or qui dit c'est bien, il garde sa valeur, c'est pas un capitaliste, c'est un, je sais pas comment on dit, c'est un grippe-sous, c'est un, vous voyez ce que je veux dire, c'est un rentier, c'est même pas, non, c'est pas un rentier, ça lui rapporte rien. C'est un type qui garde son argent. Voilà. Bon. Un capitaliste, il investit. Il investit pour que ça rapporte, et une fois que ça a rapporté, il réinvestit, il réinvestit, il réinvestit. Il peut perdre, mais même quand il perd, il va chercher à réinvestir et à se refaire une santé. Donc, le propre du capitalisme, c'est qu'il ne peut pas faire autrement que de chercher à accroître toujours le capital. Et en même temps, pour le faire, il est amené à produire toujours plus de richesses, toujours plus de marchandises, tout en sachant qu'il arrive toujours un moment où ces richesses excèdent la capacité d'absorption du marché. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis que le capitalisme est capitalisme. Et d'ailleurs, certains ont dit, ont appelé ça des crises de surproduction. Du point de vue des capitalistes, c'est vrai. Du point de vue de la population, ça ne l'est pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la population, et aujourd'hui et au début du capitalisme, elle ne croule pas sous les marchandises surproduites. Hein. Elle est plutôt confrontée au dénuement. Mais du point de vue des capitalistes, ça peut prendre l'apparence d'une crise de surproduction. Mais ça, c'est pas nouveau. Et donc les camarades à qui j'explique ça et qui ont quelques connaissances en marxisme, je suis sûr que c'est le cas de l'immense majorité des camarades dans cette salle, seraient en droit de dire, bon d'accord, tu nous racontes ça, mais ça a toujours existé. C'est vrai. La preuve que ça a toujours existé, c'est que Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, donc un ouvrage qui a près de 180 ans, hein, écrivaient ceci: la bourgeoisie, au cours de sa domination de classe, a créé des forces productives plus nombreuses et plus colossales que n'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. Les forces productives, c'est-à-dire à la fois les forces productives sociales, la classe ouvrière, puis les forces productives matérielles, les usines, les machines, la capacité à produire des choses. Et ajoute-t-il, depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre,
n'est autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre les régimes de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives. Oui, dès le milieu du XIXe siècle, les crises aboutissaient à la fermeture d'usines entières, à l'abandon de branches entières de l'industrie et bien sûr de marchandises entières. Donc, les camarades se rendront à dire, bon d'accord, tout ça c'est bel et bon, mais ça existe depuis que le capitalisme existe, et c'est vrai. Et même cette notion de force destructrice à laquelle nous nous référons souvent, à savoir qu'il y a parmi les forces productives une certaine catégorie de forces productives qui, au lieu d'être productrices de richesses nouvelles ou productrices de forces productives nouvelles, sont au contraire destructrices de forces productives. Hein. Vous savez, parce qu'on l'a cité souvent, Marx et Engels disent c'est des forces productives pour lesquelles la propriété privée devient une entrave. Ces forces productives deviennent pour la plupart des forces destructrices. Et Marx et Engels citent le machinisme et l'argent, c'est-à-dire que l'introduction du machinisme a pour conséquence de détruire massivement des emplois et des ouvriers employés, et l'argent parce que la rente prélevée sur les profits de la production, la spéculation, dirait-on aujourd'hui, est un facteur de destruction des forces productives. Bien, donc là encore, on sera en droit d'objecter, tout ce que tu nous racontes, ça existe depuis 180 ans, et c'est vrai. Et pourtant, il y a un cran qui est franchi, je voudrais expliquer pourquoi. Mais avant ça, une précision. Vous savez que la distinction entre force productive et force destructrice, qui est une distinction établie par Marx dans l'idéologie allemande en 1845, donc c'est quand même une vieille affaire, en dehors de notre courant, elle est contestée par tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette folie de force destructrice, des forces productives, ça produit, peu importe ce que ça produit, c'est pas si simple. Pas si simple. Lorsque, par exemple, on parle de l'industrie pharmaceutique, qui est censée produire des médicaments qui sont censés aider les gens à se soigner, c'est un facteur de développement des forces productives, le fait que les gens puissent se soigner. Si on parle, par exemple, de la production de machines-outils, une usine qui fabrique les machines-outils, elle va donc fabriquer des moyens de production. Si on parle d'une usine qui fabrique des t-shirts, elle fabrique des objets de consommation. Tout ceci contribue d'une manière ou d'une autre au développement des forces productives. L'ouvrier qui a un t-shirt pour ne pas avoir attrapé des coups de soleil, c'est un élément qu'il préserve comme force productive. S'il a des médicaments, ça le préserve aussi. Et s'il a une machine-outil pour bosser et pas creuser à la main, c'est aussi un élément de développement des forces productives. En revanche, la fabrication de bombes ne peut se consommer que dans la destruction des usines, la destruction des machines et la destruction de la population. La production de drogue, qui à mon avis est en train de devenir un élément de plus en plus important des forces destructrices, la production de drogue qui contient des profits considérables, ces profits ne peuvent être réalisés qu'à condition que la marchandise drogue soit consommée, avec toutes les conséquences destructrices pour la population. Donc, cette distinction entre force destructrice et force productive, elle n'est pas formelle, elle n'est pas morale, elle est concrète. On y reviendra. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau, pourrait-on dire, c'est le rapport entre le capitalisme et la guerre. Marx et Engels s'y arrêtent assez peu à l'époque du capitalisme ascendant. Mais ce n'est pas vraiment nouveau non plus. Parce que vous savez, comme vous avez été assidus dans les GER auxquels vous avez participé, vous savez qu'au tournant entre le 19e et le 20e siècle, le capitalisme atteint un nouveau stade que Lénine appelle le stade impérialiste, c'est-à-dire le stade où tout le marché mondial a été conquis et où, par conséquent, pour arriver, l'argent toujours bourgeonnant, pour arriver à conquérir de nouveaux marchés, les différents groupes de capitalistes, les différents pays capitalistes n'ont
d'autres moyens, d'une part que de conquérir le monde entier, et c'est la grande période de la conquête des colonies en Afrique, en Asie, en Amérique latine, d'asservir les populations de ces continents, de détruire les civilisations existantes, de les réduire en nations prolétaires ou esclaves dominées par l'impérialisme, de piller toutes les richesses de ces continents, et puis aussi d'entreprendre de se piller les uns les autres, c'est-à-dire quelle puissance impérialiste arrivera à s'emparer des marchés contrôlés par une autre puissance impérialiste. Lénine analyse cela et dit que le capitalisme est arrivé à son stade le plus élevé de développement, maintenant il ne peut que se décomposer, c'est le stade de l'impérialisme, et c'est aussi, dit-il, le stade des guerres et des révolutions, parce que de plus en plus, la crise du capitalisme apparaît comme ne pouvant être résolue autrement que soit par les révolutions dans lesquelles la classe ouvrière s'émancipe, soit par les guerres entre puissances capitalistes. Au passage, Lénine établit un rapport qui est important, on y est revenu dans le Congrès, entre le fait que ces puissances impérialistes, pour assurer la paix sociale chez elles, sont attentives, pour reprendre sa formule, à faire tomber de la table du festin impérialiste les quelques miettes qui permettent de nourrir les chefs syndicaux et les chefs de la social-démocratie pour qu'à leur tour, ils garantissent la paix sociale. Et Lénine établit un rapport très direct entre le stade impérialiste et la corruption qui permet de transformer, j'utilise sa formule, de transformer les chefs des partis sociodémocrates et des syndicats en lieutenants ouvriers de la classe bourgeoise. C'est la phase de l'impérialisme dans laquelle nous sommes toujours, celle où les contradictions ne peuvent se résoudre que par les guerres, les révolutions, tout ça est vrai. Et Trotsky, un peu plus tard, en 1938, prolonge ce raisonnement dans le programme de transition quand il dit les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Sans une révolution dans la prochaine période, elles conduisent l'humanité à sa putréfaction et sa décomposition. Là encore, une fois que j'ai rappelé tout ça, les camarades seront en droit de dire on ne voit toujours pas quel est le nouveau cran franchi dans la crise du capitalisme. Tout ce que je viens de rappeler sont des choses qui existent déjà, qui ont été analysées et qui s'appliquent encore aujourd'hui. Rosa Luxembourg, dont vous savez qu'elle a écrit juste avant la Première Guerre mondiale, qui était une marxiste, d'une grande connaissance du marxisme, qui a beaucoup travaillé sur les questions économiques, elle introduit un élément nouveau dans cette série d'analyses. C'est elle qui introduit l'analyse de ce qu'elle appelle le militarisme, de ce qu'on appelle ici de la militarisation, et de son rapport avec le capitalisme. Et elle introduit un élément qui est important. Lénine avait dit l'impérialisme, c'est l'époque des guerres et des révolutions. Mais elle introduit un autre aspect. Elle dit la militarisation, le militarisme, a une double fonction économique. En substance, elle dit voilà, le militarisme, ça sert, pour les grandes puissances capitalistes, ça leur permet d'aller conquérir les territoires des colonies. Ça leur permet, avec leurs armées, de conquérir l'Afrique, l'Asie. Ça leur permet aussi de se faire la guerre entre eux. C'est ce qui s'est passé en 1914-18 ou en 1939-45. Donc, ça a une fonction économique importante parce que celui qui gagne, grâce à son déploiement militaire, va conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles sources de profit. Ça. Mais, dit-elle, il y a une autre fonction au militarisme. Et cette autre fonction, nous avons intérêt à nous y intéresser parce que c'est celle à laquelle nous sommes particulièrement confrontés aujourd'hui. Elle dit, voilà, pour les besoins de la guerre, les États impérialistes, les gouvernements, vont développer les impôts, directs ou indirects. Ils vont aussi élever des barrières douanières. Or, qu'est-ce que c'est que des impôts directs ou indirects? Qui les paye? C'est la population, c'est-à-dire principalement la classe ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire payer des impôts directs ou indirects, dit Rosa Luxembourg. Elle s'attache particulièrement aux impôts indirects, en l'occurrence. Elle dit, c'est simple. L'ouvrier qui touche un salaire, vous connaissez la formule de Marx, C plus V plus PL. V, c'est le capital variable, dont la représentation est le salaire de l'ouvrier. Eh bien, l'ouvrier qui gagne un salaire de 100, si du jour au lendemain, au nom de la guerre, l'État décide qu'il va y avoir une augmentation des taxes sur les produits de consommation, qu'il va y avoir des impôts directs qui vont augmenter, ou des barrières douanières, et que sur 100 qu'il avait jusque-là en pouvoir d'achat, il y en a 20 qui partent en barrières douanières, en impôts directs ou indirects, en plus de ce qu'il payait jusque-là, eh bien, dit Rosa Luxembourg, c'est une part
du capital variable, du salaire, qui va être soustrait à l'ouvrier et qui va créer une plus-value relative additionnelle, mais que ce ne sont pas les capitalistes qui vont se l'approprier directement, c'est l'État. L'État qui ensuite, bien évidemment, en fera bénéficier les capitalistes dans la mesure où il va acheter, commander l'économie d'armement, etc. Elle dit donc, là, il y a une fonction économique particulière. L'argument de la militarisation permet d'accroître l'exploitation des ouvriers en leur volant purement et simplement une partie de leur salaire à travers ces procédés divers au nom des exigences de l'économie de guerre. Et c'est donc un élément d'appauvrissement de la masse de la population et un élément de détournement d'une large fraction du salaire vers les besoins de l'État. Tout ça, donc, ce sont des éléments qui nous sont familiers parce que, si vous réfléchissez à la situation actuelle, lorsque Trump élève les barrières douanières, il est clair qu'il rend les produits beaucoup plus chers et que la masse de la population américaine, si elle veut continuer à consommer, va payer plus cher les produits qu'elle achetait auparavant. Donc on détourne une partie de la valeur des salaires des travailleurs américains vers l'État. Et ceci vaut pour tous les pays capitalistes, etc. Mais dans tout ce que je viens de vous évoquer, on ne voit pas encore où est le cran franchi. Le cran franchi, il tient dans les 3 éléments suivants. Premièrement, je l'ai dit, nous sommes dans une économie de guerre sans guerre. Mais nous sommes dans une économie de guerre. C'est aucune illusion sur le fait qu'on n'y serait pas. Le deuxième élément, qui est sans doute le plus important, c'est ce petit pourcentage de 5%. Je vous rappelle l'histoire. Les budgets de guerre des pays capitalistes, des autres aussi d'ailleurs, sont calculés pour ce qu'ils représentent par rapport au produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, la valeur de toutes les marchandises qui sont créées dans un pays sur une année déterminée. Aujourd'hui, après déjà d'énormes efforts et une énorme progression, un pays comme la France a un budget de la défense qui fait 2% du PIB. On vous dit qu'il faut passer à 5%, en apparence de 2 à 5%, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais c'est 2 à 5% du PIB. Le PIB de la France, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. 5% de 3 000 milliards d'euros, ça fait 150 milliards d'euros. À l'heure actuelle, c'est 2%, 60 milliards d'euros. Tout le monde ici sait faire une soustraction. 150 moins 60, ça fait 90. Il va donc falloir trouver, dans les années qui viennent, 90 milliards d'euros de plus à prendre sur le budget. Alors vous me direz, ça dépend sur combien? Le budget, c'est 450 milliards d'euros. Si demain, 150 milliards sur 450 milliards sont fléchés exclusivement vers la guerre et la défense, plus d'autres dépenses qui sont camouflées dans d'autres budgets, où est-ce qu'ils vont les prendre, les 90 milliards de différence? 90 milliards de différence, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on fermerait toutes les écoles, tous les lycées, on licencierait tous les enseignants et toutes les vagues, ça ne suffirait pas à faire la différence des 90 milliards. Où est-ce qu'ils vont les prendre, les 90 milliards? Eh bien pourtant, dans quelques jours, se réunit le sommet de l'OTAN. Et à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN, il y a le fait que les différents gouvernements membres de l'OTAN, donc la France, vont répondre à la question posée, c'est l'ordre du jour, oui ou non, vous engagez-vous à passer à 5% du PIB? Et vous allez me dire, c'est un truc de fou. Même le gouvernement le plus réactionnaire du monde ne va pas réussir à trouver 90 milliards dans le budget actuel. Et pourtant, ils vont s'engager. Le ministre français a dit oui, on va donner notre accord pour s'engager dans cette voie. Ça veut dire une modification fondamentale. Ce que je disais sur le fait que, pour reprendre la formule de Rosa Luxembourg, le militarisme va prendre des parts du capital variable, du salaire, pour alimenter l'État qui lui-même va s'en servir pour acheter des armes, financer, etc. C'est déjà en train de se faire
Et encore, Bayrou n'a pas encore dévoilé son plat. Mais c'est déjà en train de se faire, camarades. Et vous le voyez tous les jours. Il fut un temps, pas très éloigné, où quand un enseignant manquait un peu trop longtemps, il y avait des remplaçants. C'est normal, il fallait bien que les jeunes fassent leur programme scolaire. Aujourd'hui, il est officiel, il y avait un article dans la presse ce matin qui disait ce que nous ne cessons d'écrire dans la Tribune des Travailleurs. Des jeunes se présentent, puisque je crois que c'était aujourd'hui les épreuves du baccalauréat en première, hein, ou demain, je ne sais plus, enfin bref. Des jeunes se présentent aux épreuves de baccalauréat en n'ayant pas eu de prof pendant 6 mois dans la matière concernée. Mais c'est tellement, répandu que le journal en parle comme un phénomène courant. Ça, camarades, ça ne s'est jamais vu. Dans l'académie de Créteil, où il manque des centaines de remplaçants, c'est-à-dire que c'est une académie où déjà des milliers de jeunes ont été privés de profs cette année. Il y a une catégorie d'enseignants précaires qui sont des remplaçants. 500 d'entre eux ont reçu, il y a 2 semaines, une lettre leur disant « Nous n'avons plus besoin de vos services, non seulement maintenant, mais à la rentrée ». C'est un monde nouveau au mauvais sens du terme. C'est un monde qui pérennise le fait que, finalement, les jeunes peuvent être privés d'enseignants, point. Mais ce qui est vrai pour les enseignants, évidemment, va l'être dans tous les domaines des services publics. Vous avez vu comment le gouvernement annonce que les collectivités territoriales vont devoir serrer la vis, licencier du personnel. Ça va être autant de piscines, de crèches, de centres de santé et autres qui vont fermer les uns après les autres. C'est vrai pour les hôpitaux, évidemment. C'est vrai pour la sécurité sociale. Ça va être vrai pour le déremboursement des médicaments. Nous sommes en train de basculer dans un monde qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons. D'ailleurs, je remarque que nombre de journalistes bourgeois, pas particulièrement révolutionnaires, disent eux-mêmes « le monde tel qu'il s'est constitué à partir de 1945, c'est terminé ». Le monde de 1945, c'est celui qui avait été marqué par toutes les conquêtes arrachées par la classe ouvrière, la sécurité sociale, les services publics, l'enseignement technique et professionnel public, les conventions collectives, toute une série de droits. Là, ce n'est pas qu'ils sont remis en cause les uns après les autres, c'est terminé. Et c'est logique. La militarisation exige d'aller chercher les moyens de la militarisation. Pas seulement parce qu'il faut faire la guerre, parce que c'est le seul volant d'entraînement qui reste à l'économie capitaliste, parce que l'État est un consommateur captif dans cette situation quand c'est l'économie d'armement, et par conséquent, il faut faire tourner cette économie d'armement au prix des plus grandes destructions. Il est significatif que tous les pays de l'OTAN, sans exception, sauf ceux qui sont déjà à 5%, ce qui est le cas pour la Pologne et quelques autres pays à l'est de l'Europe, mais tous ceux qui n'y sont pas, dont la France, sont donc invités très violemment par l'impérialisme américain pour s'engager et dire on va aller aux 5%. Il n'y a qu'un pays qui est exonéré des 5%, les États-Unis. Ce qui est logique. Les États-Unis produisent les armes. Ils ont donc bien sûr besoin d'armes et ils vont, à leur façon aussi, détourner de la plus-value pour pouvoir acheter des armes, c'est vrai. Mais ils ont surtout besoin de créer une situation où tous les autres pays capitalistes soient obligés d'acheter leurs armes. Et c'est ce qui est en train de se discuter en ce moment. Les statistiques montrent que l'essentiel de l'armement acquis par les pays capitalistes de l'OTAN sont les armes américaines. Il y a donc là une situation radicalement nouvelle, qui par ailleurs pose évidemment comme problème que toute cette économie d'armement, à un moment donné, comme toute production marchande, exige d'être consommée. Et qu'il y a un rapport entre l'enflement des équipements militaires et la nécessité de les utiliser. D'ailleurs, vous avez vu avec quel empressement l'armée française a été contente d'équiper l'Ukraine au début de la guerre, parce que ça lui permettait de liquider ces vieux équipements pour en acquérir d'autres, etc. Donc soyons clairs, camarades,
nous sommes en train de basculer, oui, dans une autre situation, un cran franchi. Et la signification de cette militarisation, c'est que maintenant, les termes de la lutte de classe ne sont plus ceux que nous avons connus auparavant. Attention, ça ne veut pas dire que la chose est faite. La chose est devant nous. Entre 2 et 5% du PIB comme budget militaire, il n'y a pas seulement 3% de différence. Il y a des considérables luttes de classe qui ne manqueront pas de se déchaîner. Parce que pour passer de 2 à 5%, pour nous piquer 90 milliards, pour le dire simplement, ça va nécessairement, qu'il s'agisse des attaques sur la sécurité sociale, sur l'école, sur d'autres services publics, sur les salaires ou autres, nécessairement susciter les mobilisations de la classe ouvrière en résistance. D'ailleurs, c'est déjà le cas, même si c'est le cas partiellement. Mais c'est de lutte de classe qu'il s'agit. C'est d'ailleurs de lutte de classe qu'il s'agit pas seulement en France. C'est de lutte de classe qu'il s'agit aux USA aussi. Hein. Dans le budget de guerre de Trump, on a fait l'article dans la TT récemment, il y a la remise en cause purement et simplement de ce qui s'appelle Medicaid. Hein, c'est-à-dire l'équivalent de quoi, Camille, toi qui es spécialiste? Le RSA, on peut dire hein, c'est un peu l'équivalent du RSA, mais qui couvre je ne sais combien de millions d'Américains. Et donc Trump, avec sa méthode radicale, a dit on raye et il n'y a plus. Voilà, c'est terminé. Hein. Oui, mais attention, pas si simple. Vous avez vu ce qui se passe à Los Angeles depuis quelques jours? Vous avez vu ce qui est en train de se passer dans tous les États-Unis? J'ouvre ici une parenthèse. Parce que le cran franchi par la militarisation, c'est aussi un cran franchi pour la résistance à la militarisation. Hein, beaucoup de gens ont dit, y compris dans nos rangs, il y a des camarades qui l'ont dit, la victoire de Trump, c'est la victoire du fascisme. Pas si simple. Trump, c'est sûr, est engagé dans un cours qui, si rien ni personne ne l'arrête, il va aller jusque, je dirais, aux dérives les plus autoritaires, y compris instaurer un certain type de dictature fasciste, fascisante. Il est poussé dans ce sens et il y va, c'est certain. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Hein. L'histoire de Los Angeles, on a demandé aux camarades américains de nous raconter comment c'est arrivé cette histoire. Au point de départ, c'est un surgissement spontané. Les commandos de ce qui s'appelle ICE, qui sont je ne sais pas ce que ça veut dire ICE d'ailleurs, ça veut dire quelque chose, je suppose. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Elle fait des études d'anglais, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Là, on est déçus. Hein. En tout cas, bon, c'est le service spécialisé dans la chasse aux migrants, pour aller vite. Hein. Et donc, c'est des commandos militaires qui font de véritables rafles. Alors là, si vous avez en mémoire les rafles des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. Ils vont dans des quartiers et ils attrapent tout ce qui passe et qui, de près ou de loin, est susceptible d'être migrant. Comme c'est des quartiers où tout le monde est d'origine hispanique, alors parfois depuis 3 générations, ou 2, ou de 1, donc tout le monde ressemble à un migrant possible, donc ils raflent tout le monde, et celui qui n'a pas ses papiers, il est immédiatement interné, on essaye de le faire monter dans un avion pour partir tout de suite, bon, il y a des scènes atroces, hein, des mères de famille avec les gamins, les flics arrivent, ils l'attrapent, ils le mettent dans un avion, les gamins restent sur le trottoir, mais sur le trottoir. Bien. Et c'est en réaction à ça que dans un premier temps, spontanément, les habitants des quartiers en question ont commencé à se grouper et à empêcher le fait qu'on attrape les migrants en question, enfin les supposés migrants en question. Et ce mouvement spontané qui s'est développé avec les affrontements avec la police, jour après jour, etc., en même temps, a commencé à se structurer, prenant appui à la fois sur des associations qui existent, associations de migrants, associations de quartiers, organisations diverses, mais aussi, et pour les États-Unis c'est important parce que ce n'est pas toujours la tradition, mais aussi les syndicats. C'est ainsi, par exemple, que dans les personnes arrêtées dans les dernières manifestations, il y a le président pour toute la Californie du syndicat SEIU, c'est quand même 2 200 000 syndiqués, c'est les services publics, pour aller vite, hein, les services publics territoriaux. Le type est d'origine mexicaine, mais américain en règle, mais il était dans ces trucs-là, il a été chopé, il a été entaulé, il a fallu se battre pour qu'il sorte, ils lui ont cassé la gueule, enfin bon, ça prend quand même une drôle de tournure. Mais de ce fait, graduellement, les syndicats ont commencé à s'impliquer dans la bagarre, ce qui n'est pas la tradition des États-Unis. Au point que
demain, il va y avoir aux États-Unis des manifestations dans 1500 villes. Je dis bien 1500 villes. Il y a même un site, vous pouvez y aller, et vous pouvez chercher n'importe quelle ville, où est le rendez-vous pour la manif, etc. Ces manifestations sont appelées par des coalitions plus ou moins larges, d'associations de défense des migrants, des droits démocratiques, des organisations diverses, mais aussi par les syndicats. Je ne dis pas tous les syndicats, mais par beaucoup de syndicats. C'est-à-dire que, contrairement à ce que Trump a voulu leur faire avaler, que America First, dehors les immigrés, je vais favoriser l'emploi des bons Américains, donc, etc. Non, non, la résistance s'ordonne d'une certaine manière en affirmant qu'il y a une unité de la classe ouvrière américaine et que les migrants en font partie. Donc je ne sais pas quelle ampleur auront ces manifestations de demain, mais c'est pour dire que rien n'est joué. Et qu'aux États-Unis, comme chez nous, la différence entre la situation actuelle et les 5% du PIB pour la guerre, cette différence, elle va s'exprimer, elle s'exprime déjà de manière vivante dans la résistance des travailleurs, des jeunes, des organisations contre ces attaques. Et on peut dire en sens inverse que tout mouvement revendicatif, en France comme aux États-Unis, tout mouvement revendicatif qui va chercher à s'opposer à, tiens, une fermeture de classe. Le camarade Greg, il est où, Greg ? Là, le camarade Greg était tout content de me dire que la mobilisation des parents et des enseignants et des élus de l'école de l'un de ses enfants a gagné sur la nomination d'un remplaçant, c'est ça, hein, qui manquait. Donc, c'est pas grand-chose, un remplaçant sur je ne sais pas combien de centaines de milliers de classes. Oui, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que les parents, les enseignants qui se groupent pour arracher le remplaçant qui manque, c'est le combat concret contre la guerre et contre l'économie de guerre. C'est ce qui oppose le droit de la jeune génération, ce qui oppose le droit de l'école publique, de l'instruction, des droits démocratiques, de la civilisation, en un mot, à la politique de mort qui est l'économie de guerre. Donc tout ça pour dire que rien n'est joué, tout est ouvert, aussi bien aux États-Unis qu'en France et ailleurs, mais, soyons lucides, tout est ouvert dans un contexte qui, lui, est changé. Et il faut reconnaître lucidement qu'à partir du moment, il suffit de se poser le problème simplement, peut-être que la manière dont j'ai exprimé les choses est un peu trop, comment dire, peut sembler un peu abstraite, mais enfin, posons-nous concrètement la question, si le moteur dominant de l'économie capitaliste devient l'économie de mort, si c'est l'économie de guerre et l'économie de la drogue, vous savez maintenant que l'économie de la drogue est officiellement intégrée dans le produit intérieur brut des pays. C'est dans le calcul officiel. Il est même intégré, j'ai appris ça récemment, dans qu'on appelle ça, le calcul des impôts. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plein d'argent avec l'économie de la drogue, s'il reçoit un contrôle fiscal, monsieur, comment ça se fait sur votre compte en banque, il y a plein d'argent, etc. Ouais, je me débrouille, c'est ah bon, d'accord. Eh bien, on va l'enregistrer comme activité salariée. Oui, 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 c'est pas une invention des personnels du fisc. C'est une consigne officielle. Hein, je ne sais plus quelle est la formule exacte, tu m'avais expliqué ça, Fabien. Voilà, c'est du bénéfice non commercial, d'accord? Donc le gros trafiquant de drogue qui fait crever les mômes de la cité, il a un compte en banque comme ça, il ne peut pas justifier du salaire, c'est bénéfice non commercial, et il est donc imposé, très officiellement, comme bénéfice non commercial. Et camarades, l'économie de la drogue, j'avoue que je ne me suis pas penché sur la question. Je sais pour l'économie d'armement, je ne sais pas pour l'économie de la drogue. Mais ça mériterait une étude, et dès que j'aurai 2 minutes, je vais le faire. L'économie de la drogue commence à représenter une proportion non négligeable de sources de valeur dans tous les pays concernés. Donc une civilisation qui, pour préserver son mode de production, c'est-à-dire pour préserver le droit d'une minorité d'exploiter une majorité, on est amené à conférer à l'économie de la mort, c'est-à-dire la guerre et la drogue, une place dominante dans l'économie, c'est une situation nouvelle. Et tous les phénomènes que j'ai rappelés auparavant, l'analyse que fait Marx sur le fait que les forces productives étouffent et se révoltent à différents moments, l'analyse que fait Lénine sur l'impérialisme, l'analyse de Rosa Luxembourg sur la militarisation, l'analyse de Trotsky sur le déclin des forces productives, tout ça reste vrai, mais nous sommes arrivés à un stade où, d'une certaine manière, la quantité se transforme en qualité.
et où, en l'occurrence, ces processus finissent par l'emporter, par dominer l'ensemble de la machine économique. Vous en avez d'ailleurs une expression très simple, hein, camarades. Vous n'êtes pas étonné par l'ampleur des programmes immobiliers dans la banlieue parisienne et à Paris? Dans une ville comme Montreuil, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'est pas immédiatement construit. Vous pensez que c'est la demande de logement qui fabrique ça? Ou peut-être le besoin de faire en sorte que des capitaux puissent s'investir quelque part d'honorable? Je penche pour la deuxième réponse. Je ferme la parenthèse. Et donc, dans cette situation nouvelle, ne nous y trompons pas, Trump est l'homme de la situation. Parce que pour faire ça, il faut des Trump, aux États-Unis, comme en France, comme partout. Alors bien sûr, la question qui est posée est comment cela est-il possible? C'est possible, bien sûr, d'abord parce que ce sont les lois du capital qui s'expriment. Fondamentalement, ce sont les lois du capital. Ce n'est pas une perversion du capital, ce sont les lois du capital. Le capital doit à tout prix bourgeonner. Il faut pour cela que l'argent fasse de l'argent. Quand il y a trop de capital, il faut quand même que l'argent fasse de l'argent, par tous les moyens. Et si ces moyens, à un moment donné, font appel à ce marché captif qu'est l'économie de la guerre, eh bien c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai aussi pour une autre raison, qui est la capitulation complète des dirigeants des organisations se réclamant du mouvement ouvrier, de la gauche, des syndicats, des partis, devant ce qu'on appelle le social-chauvinisme et l'économie d'hier. Parce que dans une telle situation, quiconque donne son feu vert pour la marche à la guerre, quiconque donne son feu vert pour les budgets d'armement, se fait complice de cette logique destructrice de l'économie et du genre humain. Quand, par exemple, tous les partis de gauche se prononcent d'une manière ou d'une autre pour le fait qu'une intervention militaire française en Ukraine serait quelque chose d'acceptable, ils alimentent ce processus de militarisation et de destruction du genre humain. Quand, à 32 reprises, les représentants de la gauche au Parlement européen votent pour dire non seulement que la guerre en Ukraine est légitime, mais qu'il faut renforcer les liens entre l'Union européenne et l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire. Il est clair qu'on encourage tous les processus de la militarisation. Quand, de manière plus générale, on le constate tous les grands dirigeants de gauche et dirigeants syndicaux font tout pour préserver Macron. Préserver Macron, l'homme de cette politique, l'homme de cette situation. Alors, où est-ce que cela nous conduit, camarades? Il est clair que, dans la période qui vient, aussi bien en France qu'à l'échelle internationale, il va y avoir, comme aux États-Unis, dans les manifestations de ce week-end et sous d'autres formes, et malgré la politique des dirigeants, il y aura des grèves, des manifestations, des soulèvements contre cette politique destructrice de l'impérialisme. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité politique, il y a quelque chose qui est frappant. Ça ne vous a pas échappé, il y a une crise à droite. Il y a une crise entre Bayrou, Édouard Philippe, Retailleau, Darmanin, je ne parle même pas d'extrême droite, hein, tous ces gens-là, vous l'avez remarqué, se détestent cordialement, ils sont dans le même gouvernement, mais ils passent leur temps, comment s'appelle-t-elle, Elisabeth Borne, etc. Dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre dit le contraire, etc. D'où elle vient, cette crise? Ils sont pourtant tous d'accord pour dire qu'il faut couper dans les dépenses publiques. Ils sont même tous d'accord pour dire où il faut couper. Ils sont tous d'accord pour dire que l'assurance chômage, ça coûte trop cher, on part en retraite trop tôt, les Français ne travaillent pas assez longtemps, ils ne travaillent pas de manière assez intensive, que notre système de sécurité sociale est dépassé, qu'il ne faut plus un système fondé sur le salaire différé, mais qu'il faut un système fondé sur les assurances privées, donc la spéculation. Bien, ils sont tous d'accord fondamentalement sur les mesures qu'il faudrait prendre. Et pourtant, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes. Pourquoi ? Parce qu'aucun d'entre eux n'est capable de dire avec certitude « voilà comment nous allons faire passer cette politique ». Et c'est là la source du problème. Les uns disent « il faut faire le conclave ». Oui, mais les syndicats sont tirés du conclave.
faut faire une cellule de crise, mais ça ne marche pas très bien. Il faudrait faire un référendum. Oui, mais un référendum, ça peut se transformer en son contraire. Il faudrait peut-être dissoudre, mais enfin, on a vu ce qu'a donné la première dissolution. Il faut allonger l'âge de départ en retraite, mais enfin, déjà, la dernière réforme n'est pas passée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils savent tous qu'ils sont confrontés à une difficulté. Cette difficulté, c'est qu'en 2023, on a été des millions et des millions dans la grève et la manifestation pendant des semaines, des semaines, des semaines. Ça n'a pas abouti parce que les dirigeants n'ont pas voulu donner le feu vert sur la grève générale, mais c'était pas loin. Et d'une certaine manière, les conséquences de la dissolution ont été une réfraction au plan politique de ce qui s'était exprimé dans la lutte de classe un mois avant. Donc, ils sont tous très sûrs d'eux, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais aucun, parce que s'il y en avait un qui avait la clé magique sur comment faire, vous pensez bien qu'il emporterait la conviction de tout le monde. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, bien que le PS dit il ne faut surtout pas renverser ce gouvernement. Ils ne l'ont pas, bien que Mélenchon dise il faut surtout attendre 2027. Ils ne l'ont pas, bien que les dirigeants syndicaux disent il n'est pas question d'appeler à la grève générale. Mais ils ne l'ont quand même pas. Ils ne l'ont pas parce que la réalité de la lutte de classe, ce n'est pas simplement la somme des grands dirigeants et des grandes personnalités. C'est la colère, le mécontentement qui ne cesse de grandir en bas, parmi des millions et des millions d'anonymes, mais dont tout le monde sait que c'est en train de bouillir et que ça ne va pas tenir éternellement. Donc, ça nous amène à la réflexion que nous avons eue au Congrès, et que je voudrais résumer ici, sur la responsabilité que nous estimons être la nôtre comme militants de la 4e internationale. Il est clair que, d'abord, pour commencer, on ne peut pas avoir une attitude équivoque sur la guerre. Notre position est claire. Nous avons affaire à une guerre impérialiste globale. Ce sont les mêmes acteurs dans des combinaisons un peu différentes qui sont aux manettes pour écraser le peuple palestinien, pour alimenter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, pour financer l'atroce guerre qui ravage la République démocratique du Congo ou celle qui ravage le Soudan, ou pour préparer les conditions d'une guerre contre la Chine et beaucoup d'autres. Donc on ne peut pas avoir une position en disant là je suis plutôt avec eux, là je ne suis pas avec eux. Non, ce sont les mêmes intérêts capitalistes. Et par conséquent, il ne suffit pas de dire à bas la guerre, il faut dire clairement la lutte contre la guerre, c'est la lutte pour en finir avec ce système d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire le système de l'exploitation capitaliste. Mais il en découle une deuxième chose. Nous sommes contre la guerre en général, mais nous sommes, chacun d'entre nous, citoyens d'un pays. Et à la tête de ce pays, il y a un gouvernement. Quand on est internationaliste, vous savez, l'internationalisme, ce n'est pas dénoncer le gouvernement des autres. C'est de commencer par le sien. En 1914, il y avait de prétendus internationalistes qui étaient d'un genre un peu particulier. Les Français dénonçaient la sauvagerie du gouvernement allemand. Et les Allemands dénonçaient la traîtrise du gouvernement français. Ça, c'est du chauvinisme. Le véritable internationaliste, il combat la guerre en combattant son propre gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un rassemblement il y a 3 jours pour dire quelque chose de simple. Macron, il faut rompre maintenant, tout de suite, toutes les relations avec l'État d'Israël. On ne peut pas imaginer un mot d'ordre plus simple. Et honnêtement, faites un sondage dans la population, je crois que c'est un mot d'ordre qui serait très majoritaire. Tout le monde voit bien que c'est un État qui se comporte d'une manière barbare, atroce, et que si on veut les forcer à reculer, il faut commencer par rompre toute relation, arrêter de les reconnaître comme le gouvernement civilisé d'un pays civilisé. C'est un gouvernement barbare d'un pays barbare. Eh bien, camarades, comment se fait-il que nous soyons les seuls à formuler ce mot d'ordre simple? Je ne dis pas les seuls, il y a des tas de gens qui le partagent, mais comme courant politique. Pourquoi personne ne dit ça simplement? Rupture de toutes les relations. 4 mots. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir avec d'autres. On va agir avec d'autres. On sera dans la manifestation de demain avec des tas de gens qui ont d'autres mots d'ordre. Mais nous pouvons, nous, avancer ce mot d'ordre parce que nous n'avons aucun lien avec Macron et la Ve République. Ceux qui refusent d'avancer ce mot d'ordre ont, d'une certaine manière ou d'une autre, un lien avec la survie de ces institutions. Et c'est pourquoi nous dénonçons ce qu'on appelle les social-chauvins, ceux qui sont socialistes en parole, ou communistes en parole, ou insoumis en parole, ou même trotskistes en parole,
Et puis, quand arrive le moment de dire quelle position ils ont sur la guerre, bah, quand même, faut quand même envoyer des troupes en Ukraine. Ou, tiens, Mélenchon, l'autre fois, il n'a rien trouvé mieux, à propos de Rimet Hassan, de dire qu'il fallait que Macron envoie la marine française. Ça aurait été intelligent. Hein, on voit la marine française, la France est prise dans la guerre, bon, n'importe quoi. Oui, mais c'est parce qu'on raisonne en termes de relations étatiques, en termes d'union nationale. Moi, je ne suis pas dans l'union nationale avec Macron. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que la force sociale qui est capable d'empêcher cette dérive jusqu'au bout, elle porte un nom, c'est la classe ouvrière, c'est la classe des producteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons la plus grande importance à l'aide que nous pouvons apporter à la lutte de classe. L'appel des 300, vous avez vu dans la Tribune des travailleurs, qui peut sembler modeste, mais qui amène des militants de différents syndicats qui ne se connaissent pas, qui parfois souvent même se méfient un peu les uns des autres, à se réunir ensemble, à dire comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause de l'action commune, comment est-ce qu'on peut préparer les conditions de la grève générale par en bas, est un élément clé de la réponse à la situation. Comme est un élément clé de construire dans la jeunesse. C'est une des décisions de notre congrès. Non pas que la jeunesse ait des vertus particulières, contrairement à ce que pensent parfois les jeunes, leur seule vertu est d'être jeune et l'expérience montre que c'est une vertu passagère. Elle n'a pas non plus de défaut particulier, c'est un état à un moment donné. Mais quand il y a une situation de militarisation de la société, la jeunesse est la première catégorie concernée. Elle l'est directement. Quand on est jeune, on se projette sur l'avenir. Si l'avenir est obscurci par des perspectives de guerre, par des perspectives de destruction du genre humain, par des perspectives de destruction de l'environnement, parce que je ne comprends pas la distinction qu'on peut faire entre la destruction du genre humain et la destruction de l'environnement. C'est les deux qui sont, je dirais, posés aujourd'hui. Si c'est ça l'avenir pour la jeune génération, camarades, soit il n'y a plus qu'à aller boire dans son coin en attendant que ça se passe, et ça ne se passera pas, soit il faut s'organiser pour combattre. Et pas pour combattre seulement sur telle ou telle réforme ou telle revendication légitime, mais pour combattre pour un autre monde. Combattre pour le socialisme. C'est-à-dire pour une société qui ne soit pas régie par la recherche et la réalisation du profit, dont j'espère avoir montré que plus cette société se développe dans ce sens, plus elle est facteur d'autodestruction du genre humain et de son environnement, mais une société qui soit fondée en sens inverse sur la satisfaction des besoins de l'humanité. Vous le savez tous, mais si vous ne le savez pas, allez le vérifier. Il y a sur n'importe quel site internet des statistiques qui montrent année après année que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, qu'il y a de plus en plus de milliardaires et que les milliardaires eux-mêmes ont de plus en plus de milliards, et qu'en sens inverse, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus à manger. Je lis des articles qu'écrivent nos camarades étudiants dans la page des jeunes de la Tribune des travailleurs. Maintenant, c'est une banalité. Les étudiants ont faim. Camarades, en principe, quand on est étudiant, on doit être préoccupé de réussir ses études et pas de savoir comment on va manger. Mais dans cette société de la 6e ou 7e plus grande puissance économique du monde, les étudiants ont faim. Eh bien, une société qui est capable de faire des choses totalement extraordinaires, que tout le monde puisse manger à sa faim, que tout le monde puisse être logé dans des conditions décentes, que les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes aux situations les plus anxiogènes et les plus terribles. Et on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Nogent, dans la Haute-Marne. Mais qu'il y ait autant que nécessaire des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes, des aides de tout genre, simplement pour écouter les jeunes, les aider à surmonter les difficultés. Faire en sorte que ce monde ne soit pas le monde anxiogène qui conduit une grande partie de la jeunesse à une forme de désespoir, dont sont responsables les appareils qui refusent de combattre pour le socialisme, dont sont responsables les prétendus socialistes, les prétendus communistes, les prétendus révolutionnaires, qui passent leur temps à dire « Ah ben face à Le Pen, il faut voter pour Macron », parce qu'ils l'ont tous dit, et qui après oublient de rendre des comptes sur les conséquences du vote pour Macron, ou qui vous disent qu'on ne peut pas faire autrement que certaines guerres qui vont nous défendre et qui mettent le doigt dans l'engrenage de la guerre. Eh bien, à cela, nous devons opposer non seulement la perspective du socialisme,
mais le combat pour le socialisme. Et le combat pour le socialisme, c'est le combat pour la moindre revendication, c'est le combat pour l'unité pour les revendications, que ce soit dans la jeunesse ou dans la classe ouvrière. C'est le combat pour la socialisation des moyens de production. Il est évident qu'il y a aujourd'hui, à la surface de cette planète, plus de forces productives et plus de moyens de production qu'il ne serait nécessaire pour permettre, je ne parle pas de la France, à l'humanité tout entière de vivre dans des conditions de décence, dans des conditions, je dirais, de dignité, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de l'habitat, qu'il s'agisse des soins. Les moyens en existent 10 fois plus qu'il ne serait nécessaire, mais tant que l'humanité sera prisonnière de ce système de production, c'est l'inverse qui se produira. Voilà pourquoi la conclusion de notre congrès, c'est un appel à rejoindre la 4e internationale pour combattre pour le socialisme.